Belle, bienvenue en toute intimité. Merci. Je suis trop contente de te recevoir. Moi, je suis trop contente d'être ici, vraiment. Et en plus, j'ai trouvé une copine de chaussettes. Ah oui? Ah, les Regardez. chaussettes, là, par contre, on a Non, mais vraiment... d'habitude, tout le monde me critique. Oh non, c'est pas vrai, on me critique pas, mais on me dit, mais t'es tout le temps en chaussettes. Non, mais j'adore, en plus, on se met à l'aise, là. Exactement. Chaussettes, bien. Voilà, Belle, on est en toute intimité, je suis très heureux de te recevoir. Tu es influenceuse brésilienne d'origine, spécialisée dans la mode, le lifestyle, je vais arriver à le dire. Tu t'es rendue célèbre lorsque tu avais 16 ans. Oui. Mais en même temps, tu es encore un petit bébé, tu n'as que 21 ans. Oui. On te retrouve en tant que séductrice dans la Villa des Cœurs Brisés. Et par la suite, tu es devenue, Cœur Brisé. Du cœur brisé. Et tu vas tout nous expliquer. Mais Oui. pour l'heure, Belle, je te propose de commencer un petit peu par les bases de ce qu'on voit, en tout cas quand on est sur Instagram, sur ton Oui. réseau social number one. Tu as plus d'1 million d'abonnés. Comment, aussi jeune, tu es devenue aussi populaire? En fait, j'adore cette histoire parce que c'est vraiment le début de la Belle qui comprend en fait comment les choses fonctionnent dans la vie. C'est un peu marketing 101. C'est en 2017, je commence à voir qu'il y a des filles qui commencent à recevoir des choses à la maison, du coup des habits, des produits, et je me dis mais j'adore ça, je vais recevoir, je ne savais pas que tu pouvais gagner de l'argent avec. Et du coup, je me dis, mais comment elles font? Et là, j'analyse un peu le genre de photos qui étaient postées. C'est des photos Tumblr, fond blanc, tu mets des petites couronnes de fleurs. Tu sens le vibe. Le vibe, en fait, très Tumblr. Et du coup, je me suis dit, ok, ces photos, je peux les prendre. Ces filles, elles sont belles. Moi, je suis belle. Je vais prendre ces photos. Et comment maintenant je vais faire pour me faire connaître? Et du coup, sur Instagram, il y a toujours eu, et il y en a encore, des pages qui repostent des photos de filles. Mais du coup, c'était des pages Tumblr qui repostaient des photos esthétiques de filles. Et du coup, ce que je faisais, c'est que je prenais mes photos et je mettais en fait exactement ce que les gens voulaient voir. Du coup, je mettais les habits qui étaient un peu à la mode sur le moment, le style de photo qui était à la mode. Je prenais ces photos, je contactais les comptes qui avaient 1 million, 2 millions, 5, 10 et je leur envoyais les photos et je disais tenez, ces photos, je pense qu'elles correspondent à votre profil. Si vous voulez les poster, moi ça ne me dérange pas, j'aimerais juste que vous me taguez sur la photo. Et du coup, j'ai commencé à faire ça et c'était des journées. Je passais une semaine en train de prendre les photos pour en choisir, on va dire, 10. Et après, je passais encore une semaine à contacter tous les Instagram, mais même ceux qui étaient à 50K jusqu'à ceux qui étaient à 50 millions, parce qu'il faut tout tenter. Incroyable, tu as une honnêteté sans faille quand tu nous expliques tout ça. Mais comment, à seulement 16 ans, on peut avoir une stratégie aussi bien rodée? D'où elle te venait cette envie de célébrité, de créativité? En fait, c'est très simple. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours senti que c'était ma place. C'était que je voulais parler avec le public. Je voulais, en fait, ça ne me dérangeait pas de dévoiler ma vie et d'en fait être sous une lumière. Ça m'a toujours plu, ça m'a toujours attirée. J'ai toujours voulu être soit chanteuse, soit actrice, soit tout ce que tu veux. Tout ce qui avait un rapport avec le contact, pas forcément direct, mais le contact avec le public, ça m'a toujours plu. Parce que je sens que ça me correspond en fait. Je sens que j'ai des choses à dire, j'ai de quoi amener quelque chose de plus dans la vie de ceux qui sont là et qui me regardent. Tu sentais que tu avais ce petit quelque chose en plus que les autres n'ont pas? Je sais pas du coup si les autres ils n'ont pas. Et peut-être, c'est peut-être pas inné aussi. C'est comme si tu t'entraînes, tu peux l'avoir. Mais il faut vraiment la volonté. Et du coup, moi, je pense... moi, je ne suis pas née du tout dans je sais pas, comment dire ça? Je m'embrouille encore avec le français. Pas de souci, prends ton temps. Dans un milieu propice à aboutir dans un travail comme ça d'influenceuse. Mais du coup, j'avais tellement envie que j'ai adapté tout ce qui était autour de moi pour que j'arrive à conclure ce que je voulais le plus, c'est d'être influenceuse. Et du coup, pour moi, c'est pas que forcément les autres, ils n'ont pas
l'effet X. C'est peut-être qu'ils n'ont pas le courage de le ressortir. Parce que je pense qu'on peut tous être très bien dans la lumière. Mais après, il faut que tu enlèves beaucoup de choses. La gêne, il faut que tu puisses vraiment te déballer, te dévoiler. Et après, on n'arrive pas à tout le temps à le faire. Même moi. Mais je trouve qu'on peut tous l'avoir et j'avais juste envie de le donner plus. J'aimerais te faire réagir à cette photo. Pour le coup, tu vas voir, ça change complètement. Oh oui. Tu les connais. Mais oui, je les connais, c'est les petites belles. Bah ouais, c'est les petites toi. Qu'est-ce que tu vois, voilà, sur ces photos à deux périodes différentes de ta vie? On voit qu'à droite, tu es vraiment un bébé. À gauche, tu es une enfant. Tu rêvais de quoi à ce moment-là? Elle rêvait de quoi, Belle? Franchement, Belle, quand j'étais enfant, en fait, mon plus grand rêve, et c'est vrai, on voit dans la première photo, c'est un rêve qu'on m'a transmis, c'était devenir danseuse ballerine professionnelle. Et j'en ai fait pendant 8 ans du ballet, de la danse classique. Et je rêvais d'être la meilleure. D'être la meilleure dans ce que je faisais du coup dans la danse classique. Et en même temps aussi, je commençais à découvrir mon petit côté, pas on va dire, mais mon côté de fille. Parce que ma grand-mère, elle m'a toujours, j'étais élevée avec ma grand-mère, elle m'a toujours un peu dit que je pouvais pas porter tel genre d'habit, tel genre d'habit. Et ma mère, elle avait un magasin. Et du coup, elle me passait des talons et je me faisais des défilés, mes défilés de mode Victoria's Secret, j'étais. Et je mettais des robes qui faisaient 3 fois ma taille et je me sentais tellement bien en fait dans cette féminilité. T'avais hâte de grandir? J'avais hâte de grandir. J'ai toujours hâte de grandir, mais aussi parce que j'ai pas eu une enfance, vraiment une enfance où tu... Tu voulais la fuir peut-être cette enfance? Oui. Parce que c'était une époque très difficile de ma vie, mon enfance. Et oui, c'est exactement ça. Pourquoi tu voulais la fuir, cette enfance? Qu'est-ce qui nous pousse à vouloir fuir la naïveté d'une enfance? En fait, c'est quand on t'enlève cette naïveté, tu peux plus rester dedans, tu peux plus faire semblant. Et en fait, on me l'a enlevé très tôt et je voulais plus faire semblant. Que je comprenais rien et que je savais pas ce qui se passait dans ma vie parce que j'ai grandi, mais dans un décor, je suis née au Brésil, dans une petite ville, c'était comme une petite campagne et ma famille avait pas beaucoup d'argent et j'habitais avec ma grand-mère qui s'est chargée d'élever tous les enfants de ses enfants à elle, du coup ses petits-enfants. Il y avait moi et 6 autres cousins et cousines. Ah oui. On habitait dans une petite maison qui avait une chambre pour nous tous. Donc, vous dormiez tous dans la même chambre? Tous dans la même chambre, entassés, le même lit, certains par terre, certains les uns sur les autres. Mais c'était pas la pire partie parce qu'il y avait beaucoup d'amour entre nous. On se soutenait. J'ai jamais eu de frères et sœurs, mais du coup d'avoir mes petits cousins avec moi, mes petites cousines, je sentais quand même ce rapprochement. Mais c'était difficile parce que j'ai grandi avec ma grand-mère et ma mère n'était pas tout le temps présente dans ma vie. Pourquoi grandir avec ta grand-mère et pas avec ta mère? Parce que ma mère, elle a dû faire des concessions, des énormes concessions dans sa vie. On est né dans une famille très modeste et elle a pris sur elle de s'occuper de nous tous. Et du coup, elle a commencé à travailler. Ma mère, elle a lâché les études très jeune pour aider ma grand-mère qui avait 8 enfants. Et il fallait ramener de la nourriture à la maison. Pour la mettre sur la table, il fallait du pain, il fallait. Pour tous ses enfants. Et ma mère, elle a pris sur elle énormément de gâcher, du coup, elle, son enfance pour commencer à travailler et entrer dans la vie adulte pour aider ma grand-mère. Et en fait, elle a dû entre guillemets, me lâcher aussi parce qu'elle s'est focalisée complètement dans son travail pour qu'elle puisse ramener à manger à ma grand-mère, à moi et à mes 6 petits cousins et cousines. T'en as souffert? Énormément. C'est très dur de grandir sans mère. Et le pire, c'est que j'ai aussi grandi sans père. Parce que mon père de sang, on va dire, il ne voulait pas du tout de moi. Il ne voulait pas du tout de ma mère. Il ne voulait pas m'assumer autant que sa fille. Et donc, avant que je naisse, ça a créé une énorme tension entre ma mère et ma grand-mère qui était religieuse. Et ma mère qui n'était pas du tout. Et mon père qui franchement était juste mauvais.
Parce que autant qu'un homme, mon père biologique, autant qu'un homme, tu fais un enfant, tu le fais, la mère elle le fait pas tout seul l'enfant, tu l'as fait, tu prends ton courage dans les deux mains et tu aides la femme avec qui tu as eu un enfant. Lui il n'a pas fait ça, il n'a pas été un homme. Donc ce que je comprends c'est que tu n'as jamais tissé de lien avec ton père biologique? Jamais. Et il a essayé plusieurs fois dans sa vie de revenir, sauf que moi j'avais besoin d'un père quand j'étais petite. Maintenant j'ai 21 ans, je ne suis pas très âgée, mais maintenant j'ai 21 ans, j'ai ma vie, j'ai mon travail, je m'occupe de moi-même. Je ne suis plus un enfant qui a besoin des mots tendres et qu'on me dise bonne nuit pour dormir. Ça, j'avais besoin quand j'avais 6, 7, 8 ans. Il n'était pas là pour moi, il a décidé, il a voulu le faire comme ça. Tu lui en veux? Oui. Je l'en veux, mais en même temps, on dirait pas par la façon que je parle, mais je l'ai pardonné. Mais après, pardonner, ça ne veut pas dire oublier. Donc, ça reste très fort dans ma tête. Et puis, ben voilà, il y a eu ce père. Et après ma mère, il y a mon père, du coup, qui a donné mon nom, Longwell. Il est tombé fou amoureux de ma mère. Et ça faisait 3 mois qu'elle était enceinte. Elle a dit, je veux cet enfant. Ça va être ma fille, je vais m'occuper d'elle, elle aura tout ce qu'elle mérite, tout de bon et de mieux dans la vie. Et ma mère, elle a dit, je suis désolée, je t'aime pas, mais si tu veux rester avec moi, tu pourras rester avec moi, mais il faut que tu saches que je t'aime pas, j'aime le père de ma fille. Et lui, ça l'a pas dérangé, il a dit, non mais je veux m'occuper de toi, je t'aime tellement que je peux aimer pour 2, et pour le coup pour 3, parce qu'il y avait du coup moi aussi. Et ma mère, elle a laissé traîner cette relation jusqu'à ce qu'ils veulent se marier. Et du coup, elle n'a pas accepté. Elle retourne vers mon père qui ne l'accepte toujours pas. Et du coup, là, j'étais née et j'ai perdu le seul homme, la seule figure paternelle qui pourrait vraiment m'aimer. Lui, il était prêt à tout faire et à tout donner pour moi. Il était prêt à être un père. Même si ce n'était pas mon père biologique, il était prêt à être mon père. Et j'en ai voulu très longtemps à ma mère, le fait qu'elle ait pensé qu'à elle et à cet amour fou qu'elle avait pour mon père. J'en ai voulu très longtemps parce qu'elle m'a privée d'être aimée, moi. Parce que je savais qu'elle m'aimait. Mais au même temps, je me disais, est-ce qu'elle s'aimait plus, elle, que moi? Elle s'est mise en première place, ce qui n'est pas mauvais aussi. Elle a son rôle de femme, mais autant que maman, elle aurait dû aussi penser à moi. Tu t'es sentie aimée, toujours aimée? Non. Non, c'est très compliqué parce que je savais qu'il y avait de l'amour, par exemple, de la part de ma grand-mère, sauf qu'il était recouvert de souffrance et de douleur. Parce qu'elle a été élevée d'une façon où elle savait que elle comprenait que la violence. Et du coup, pour nous élever, elle le faisait qu'avec de la violence. Et donc... Tu parles de coups? Je parle de coups. Je parle de me faire battre par des violences physiques très fortes. Régulières? Régulières. Parfois, il n'y avait même plus de raison. Mais vu qu'elle était habituée à nous battre, elle le faisait tous les jours parce que c'était ainsi. Et en fait, il ne fallait pas qu'on ouvre notre bouche, il ne fallait pas qu'on dise quoi que ce soit, sinon ça allait être encore pire. Tu l'aimais? Je l'aime plus que tout. C'est la personne que j'ai le plus aimée de ma vie. Et c'est très ironique que la personne que j'ai le plus aimée, c'est la personne qui m'a présentée à la violence dès mon plus jeune âge. Mais je sais très bien que ce n'était pas de sa faute. C'est parce qu'elle l'a appris comme ça et elle l'a reproduit. Et je l'ai pardonné au bout d'un moment où j'ai compris en fait que c'était ça la raison. Mais c'est quelque chose qui m'a traumatisée. Ça a fait que mon père, les amours que j'ai connus de ma vie, ma mère, qui pour moi m'avait abandonnée avec ma grand-mère parce qu'elle voulait vivre sa vie. J'ai compris plus tard que ce n'était pas le cas, mais tu peux pas enlever ça de la tête d'un enfant. Ma mère qui m'avait abandonnée, mon père qui ne voulait pas de moi et ma grand-mère qui me battait. Pour moi, l'amour, c'était ça, c'était la souffrance, c'était du coup les figures paternelles, les hommes qui sont pas là pour toi et qui t'humilient et qui te jettent et qui te prennent vraiment pour rien du tout, qui te rabaissent. Pour moi, c'était normal, cet amour qui fait mal et les agressions, que ce soit d'un conjoint ou pas, pour moi, c'était normal parce que c'est ce que j'ai connu. Et c'est très difficile d'enlever ça de ta tête. Il faut beaucoup de travail sur soi et il faut de l'aide. Et ça, il faut dire
et c'est pas grave d'avoir besoin d'aide quand on a subi ce genre de truc. Parce que, je sais pas, ici en Europe, mais en Amérique du Sud, surtout au Brésil, il y a un énorme tabou autour des psychologues qui t'aident, même des psychiatres ou quoi que ce soit. Il y a un énorme tabou sur ça et je trouve qu'il faut le dire. Quand on a des traumas aussi grands et aussi puissants qui te pourrissent la vie, parce que pendant énormément longtemps, ça m'a vraiment pourri la vie, il faut savoir chercher de l'aide, il faut savoir demander de l'aide. Et c'est pas une honte d'avoir un psy et de parler de tes problèmes, parce qu'en fait, si on s'occupe de ce que les gens vont pouvoir penser, de « Ah, tu es folle, tu as besoin d'un psy pour t'aider dans la vie », bah franchement, tu vas rester dans ta maladie, parce qu'après, ça devient une maladie à force. Parce que oui, en fait, tu te mets dans des situations, dans des relations qui te tuent de plus en plus. Tu commences à accepter des agressions de ton conjoint, tu commences à accepter des tromperies et de la violence psychologique et ci et ça, qui parfois est encore plus importante que la violence physique. Et c'est pas la vie, ça. C'est survivre, c'est pas vivre. Tu es croyante ? Maintenant, je crois à Dieu. Je crois à plusieurs choses. En fait, pour moi, toutes les religions, il y a une part de vérité dans toutes les religions. Mais j'ai grandi dans une religion spécifique, c'est les témoins de Jéhovah. Et là, en fait, j'avais une vision un peu plus droite. Je ne pouvais pas trop me détourner et, par exemple, croire si je voulais à Marie, ou croire qu'il existe un Dieu qui peut-être a un autre prénom que Jéhovah. Ça consiste en quoi exactement? Quelle est la pensée des témoins de Jéhovah? Ouais, alors j'ai arrêté du coup quand j'avais 11 ans, mais ce que je me rappelle bien, c'est les témoins de Jéhovah. Pour les témoins de Jéhovah, il existe un seul Dieu, c'est Jéhovah. Il y a son fils qui est Jésus-Christ et il y a le Saint-Esprit. Il n'y a pas de Trinité dans les témoins de Jéhovah. On n'en parle pas forcément de Marie, la mère de Jésus. On en parle, mais elle n'a pas une image de sainte. Et dans les témoins de Jéhovah, on n'adore pas les images et on n'adore rien à part Jéhovah. Et du coup, voilà, c'est une religion que moi, quand j'étais petite et j'ai grandi dans ça a toujours été bien. Je me suis sentie accueillie, les gens étaient très bienveillants et c'était vraiment une maison au dehors de ta maison. C'est une religion, si je ne me trompe pas, qui peut être considérée par certains sociologues, en tout cas en France, comme une secte. Oui, et ça me choque énormément en fait d'arriver ici en France et parfois quand j'en parle que j'ai été témoin de Jéhovah pendant des 11 longues années de ma vie, qu'on me dise « Ah mais alors t'as fait partie d'une secte ?» Parce que, en tout cas, en Amérique du Sud, au Brésil, c'est pas du tout le cas. C'est vraiment bizarre parce que je me dis qu'il y a, dans des différents endroits du monde, on a des perceptions et même des façons de faire très différentes par rapport à la même chose. Parce qu'au Brésil, c'est très léger. On va de porte en porte pour parler de Dieu. Les samedis, les dimanches, je le faisais aussi. Mais c'était rien de poussé. Il n'y avait jamais de choses bizarres dans cette religion qui pourrait faire croire que c'était une secte. On était très libre. On pouvait juste pas fêter anniversaire, Noël, Pâques. Toutes ces choses-là étaient considérées comme des choses du monde et pas les choses de Dieu. Mais ça m'a jamais choquée. Je sais pas si c'est parce que je suis née dans ça, mais ça m'a jamais choquée parce que ça m'a jamais freinée. Ça m'a freinée un peu d'être moi-même. Mais après, j'étais très jeune aussi. À 11 ans, tu sais pas qui tu es. Bien sûr. Mais c'était une religion pour moi très calme. Et c'est quelque chose que je crois encore. Je crois encore à Jéhovah et aux enseignements que j'ai pu avoir dans l'église. C'est pas une église, mais dans la religion des témoins de Jéhovah. Mais maintenant, à 21 ans, j'ai vraiment décidé de connaître beaucoup plus. Et il y a beaucoup plus de choses qui m'intéressent dans toutes les religions et toutes les connaissances. J'ai l'impression qu'on ne peut que s'enrichir si on ouvre les portes de ça. Enfin, si on ouvre notre mentalité, quoi. Bien sûr. Pourquoi la Villa 7 ? Qu'est-ce qui t'a conduit brièvement à faire la Villa 7 ? Et je vais rentrer après dans le vif du sujet parce que tu débarques en tant que séductrice et petit à petit, ton statut évolue
en tant que cœur brisé? Oui. La Villa des cœurs brisés n'était du coup pas la première télé-réalité française dont j'étais contactée pour faire, mais elle me parlait beaucoup plus que celle qu'on m'a proposée avant. C'était laquelle? Les Princes. D'accord. Les Princes, on m'a proposé, mais je me suis pas retrouvée dans le concept. Mais du coup, la Villa, comme on en a parlé, il y a des coachings, voilà, il y a Lucie, du coup, qui... J'avais déjà vu, j'avais jamais regardé de télé française, à part la Villa, que j'ai regardé avant d'entrer pour voir à quoi m'attendre. Et j'ai vu cette femme et je me suis dit, mais c'est incroyable. J'ai besoin de ressentir cette énergie qu'elle transmet, mais même de l'écran. J'avais besoin de le ressentir et je me suis dit, c'est vraiment une expérience qui peut que me rapporter du bien. Ça peut que m'enrichir. Et j'ai décidé de le faire. Et franchement, c'était, je pense, le meilleur choix que j'ai fait de ma vie. Mais pourquoi séductrice? Parce que moi, quand j'entends ton histoire, je me dis, mais pourquoi séductrice? Oui, mais en fait, c'est que Belle, elle... Je ne veux pas dire elle. Belle, j'ai tellement... C'est difficile parfois de dire j'ai souffert. Du coup, Belle. Oui, donc résultat, tu crées un personnage. Oui, comme c'était un personnage, Belle, elle a été souffert. Bah, du coup, moi, j'ai tellement souffert dans ma vie. J'ai connu tellement de pauvreté, tellement de souffrance, des agressions. J'ai perdu tellement de gens importants dans ma vie que, en fait, à la place de me créer une carapace et de laisser rien passer et d'être vraiment sur moi-même et en fait, j'aurais pu être mauvaise avec tout ce qui m'est arrivé dans la vie parce que franchement, je t'ai pas rencontré 1%. J'ai décidé de prendre l'autre chemin et de me dire, j'ai envie d'être solaire. J'ai envie de profiter au maximum et profiter chaque jour comme si c'était le dernier. Et que ce soit... Après, j'ai mon petit côté où je suis là, j'aime bien tout ce qui est flirt et de connaître des gens et de me connecter. J'aime me connecter avec les gens et parfois, ça se fait plus d'une façon romantique qu'amicale. Mais de toute façon, j'aime me connecter avec les gens. Et... C'est une discussion avec Lucie? Oui. Qui a fait que ton statut a évolué? Oui, c'est une conversation avec Lucie. C'est passé des choses dans la vie là. C'est que mon côté, le côté de Belle qui est un peu trop avenante, qui est un peu trop solaire, ça a dérangé certaines personnes. Et ça... Flo André? Ah, Flo André, lui, j'ai pas du tout compris en fait. Et c'est un sujet très... Avant d'en parler, de pourquoi je suis devenue cœur brisé, c'est intéressant de parler de ça. Et j'aimerais en parler avec toi. Et tu peux être juste à l'écoute et tu me diras ton avis si tu veux me dire. Ça marche. Mais du coup, voilà. Entrer à la télé, première fois de ma vie que je fais une télé. Et c'est difficile parce que dans ce monde, quand tu rentres, moi en tout cas, je pensais que tout le monde était bienveillant et qu'il n'y avait pas de vices et que tout le monde était sincère. Parce que quand tu rentres, en plus dans la Villa des cœurs brisés, le grand discours, c'est sincérité, on rentre dans une démarche sincère. Bien sûr. Moi, je suis arrivée avec mes bagages et je me suis dit, ok, je vais être sincère. Parce que, en soi, tu peux pas demander à quelqu'un qui n'a jamais fait de télé être actrice ou être acteur. Et on m'a reproché beaucoup de fois d'en faire des caisses. On va dire de mes réactions, j'en faisais des caisses. Mais comment tu peux dire qu'une personne qui vient d'entrer, n'a jamais regardé de télé, qui n'a jamais eu contact avec ce monde, qu'en fait, qu'elle sache faire ces genres de trucs. Par contre, je prends presque comme un compliment. Parce que si là, tous ces gens, ils ont déjà fait de la télé pendant 6, 4, je sais pas combien d'années, et qui pensent que moi, je suis au plus haut de mon acting, c'est parce que... C'est ce qui ressort un peu sur les réseaux sociaux. Oui. Hein. Elle pleure beaucoup, je ne crois pas en ses larmes. Ouais. Comment on peut être aussi rapidement attaché à un garçon à l'espace de quelques jours. Ouais. Et puis au final, ils font un bisou et en fait, elle veut plus de lui après, alors qu'elle était attachée à lui. Tu vois, ça a suscité plein d'incompréhension. Et du coup, je vais te raconter maintenant et je pense que tu vas comprendre et peut-être les personnes qui sont en train de regarder maintenant, ils vont aussi comprendre le pourquoi du comment. Je suis arrivée et je connaissais personne. Du coup, Flo, il s'est vite rapproché de moi dès le premier jour. Et du coup, j'ai décidé je n'avais pas quoi faire, comment me mettre. Du coup, je me suis lancée. Et là, le problème, c'est que avec Flo, ça s'est toujours passé beaucoup plus
hors des caméras. Du coup, les rapprochements, c'était toujours en off. Et c'est clair parce que quand tu vois la diffusion, tu vois qu'on n'a aucune conversation. C'est pas intéressant, c'est pas fluide, c'est pas naturel. Et c'est pas pour être méchante, mais j'aurais dû écouter Léna parce que je me faisais chier avec lui. C'était plat, c'était mou. Mais en fait, ce qui est très difficile pour moi, c'est qu'en off, il y avait en fait du coup des rapprochements. Et du coup, devant les caméras, pas du tout. Et je savais pas comment transporter ça et je savais pas qu'est-ce qu'il était en train de faire. Je me sentais comme un pion en fait, entre ses mains. Et comme il l'a très bien dit plusieurs fois, j'étais jeune et ci et ça, bah oui, c'était plus facile pour lui de me manipuler à cause de mon jeune âge et le fait que j'avais jamais fait de télé. Il t'a manipulé? Oui. Et ça me fout la haine juste d'en parler. Parce que, et là, tu vas comprendre très vite pourquoi, quand j'ai embrassé Flo, j'ai pas voulu me mettre en couple avec lui, c'est que j'estime qu'une personne qui me prend à part, hors des caméras, et qui me dit « Belle, il faut qu'on se mette ensemble mercredi, parce que ça va être très bien pour notre histoire. Il faut pas qu'on le fasse avant, pas qu'on le fasse après, parce que ça va pas être bien. Mais par contre, mercredi, il faut qu'on soit en couple. » Et que moi, là, j'arrive... Et je me dis, ah ok, du coup j'étais en train de m'attacher à quelqu'un et il est en train de se servir de moi pour son histoire. Ils sont pas tout ce qu'il veut de moi, en fait, ils s'en fichent de ma tête et il me prend vraiment comme une pièce de son puzzle pour faire son histoire. Parce que franchement, ça c'est vraiment profiter du coup de ma confiance. C'est profiter en fait de mon ingénuité. Parce que c'est dégueulasse et c'est là où je dis oui, il m'a manipulée parce qu'il l'a dit hors des caméras, on se met en couple et moi je voulais pas passer au-dessus de mes principes parce que j'ai des principes très clairs. J'ai toujours du coup j'ai accepté de faire de la télé, mais je veux être moi-même, je veux avoir mes vrais sentiments, je veux pas en faire des caisses et en fait quand on s'est embrassé, j'ai pas voulu me mettre en couple parce que j'ai pas voulu céder, j'ai pas voulu accepter d'être le pion, la petite pièce de puzzle dans son jeu. Je voulais pas en fait lui donner ce qu'il voulait, c'est juste la séquence. Du coup, il voulait faire son histoire parce que c'est tout ce qu'il savait faire. Il se réveillait, il faisait 2-3 séquences avec moi, après c'était sieste et bon fini. Plus rien quoi. Et donc j'ai pas accepté d'être en couple parce que je voulais pas faire partie Enfin, je voulais être sincère. Et ça, c'était pas sincère de sa part. Parce que là, tu me prends moi pour une bébête et tu prends le téléspectateur qui est en train de suivre ton histoire aussi pour des bêtes. Parce que tu organises un coup sur le dos. Et j'ai pas accepté, mais en même temps, j'étais un peu attachée à lui. Parce qu'en même temps, c'était que lui. Il y avait que lui. Et je pensais que je l'aimais bien, mais c'était pas ça. C'était juste que c'était... Il me donnait assez pour me faire croire, pas pour me faire croire, parce que c'est moi qui ai voulu croire. Il me donnait assez pour que moi je croie que je l'aimais bien. Et après, sa façon de parler avec moi, ça a toujours été un peu ce que j'ai connu dans ma vie. Les hommes qui prennent un peu de haut, et si, et ça. De toute façon, t'as 20 ans. Mais il savait très bien mon âge quand il s'est rapproché de moi. Il savait mon âge quand il m'a embrassée. Tu peux pas dire du jour au lendemain, je suis devenue une gamine. Alors, franchement, je t'ai eu. Parce que toi, t'as 31 ans et tu veux te mettre en couple avec moi, tu veux m'embrasser, tu veux ci et ça, et tu veux dire que je suis une gamine, mais alors je t'ai eu. Et c'est ça en fait. Et en fait, le fait que je pleurais et que j'étais autant dans le mal, c'est que je voyais que vu qu'il a déjà fait de la télé, il était en train de se distancier, se dédouaner de cette histoire et qu'il allait ressortir comme le héros et le mec qui s'est débarrassé de la jeune fille. Tandis qu'en fait, j'ai été sincère et je pleurais parce que je savais en fait qu'il était en train de me faire passer pour quelqu'un que je n'étais pas. Parce que j'étais sincère de A à Z et il m'a fait des coups sur le dos. Donc au bout d'un moment, je pleurais parce que je ne savais pas où me mettre et comment réagir. Je ne savais pas si je pouvais le dire de ma bouche. Flo, il m'a fait ça. Il a voulu me manipuler, il a voulu décider quand est-ce qu'on allait se retrouver. Tu te sentais un peu bloquée, quoi, peut-être. Bloquée, complètement bloquée. Et en fait, mes sentiments, au début, je n'osais pas m'énerver et je n'osais pas à dire les choses clairement parce que j'étais anxieuse par rapport à ça. Je ne savais pas comment ça allait passer. Vu que lui, il avait un ton très arrogant tout le temps et très hautain avec moi, je ne me suis pas permise
de le dire. Et aujourd'hui, en voyant de l'extérieur aussi toutes les choses qu'il a dites sur moi et l'image qu'on a de moi par rapport à cette situation, maintenant j'ai plus aucune gêne et j'ai plus que ce soit peur ou quoi que ce soit de le dire, parce qu'il faut le dire. On est entré dans une démarche sincère, tu n'as pas été sincère et tu m'as fait passer pour une folle, une petite fille qui pleure et qui en fait des caisses. J'en pleurais parce que tu étais en train de me manipuler, je ne savais pas comment le dire. C'est ça. Et pour le coup, l'histoire est complètement différente quand Alan débarque dans l'aventure. Et je crois que tu vois en lui ce que d'autres n'ont pas vu peut-être. Ouais. Qu'est-ce que tu vois en Alan? Alan est incroyable. Juste, si je pouvais dire un mot sur lui, ce serait juste incroyable. Il m'a surprise énormément. En fait, dès qu'il a ouvert la porte de la villa, il y a un lien qui s'est créé juste dans notre regard. Et on en a parlé. Et moi, j'étais un peu sur la défensive parce que j'avais jamais regardé télé. Mais les autres gens qui étaient là, ils me disaient Alan, c'est un garçon, il aime bien les filles. Il est jamais sérieux. Franchement, tout ce qu'il te dit, c'est un beau parleur. Tu le laisses entrer par la droite et tu le fais ressortir par la gauche. Ne crois pas ce que Alan te dit. Et du coup, j'avais peur et je me dis mais est-ce qu'il serait capable de changer pour moi? Parce que je sentais beaucoup de vérité, de sincérité envers lui. Et je le voyais dans ses yeux, mais je me suis braquée. Je me suis braquée et en fait, je me suis cachée sur le fait qu'on était amis. Et tout, en fait, Alan, il était là, il essayait, il ramait. Et je disais, mais non, on est amis, on est amis. Et en fait, j'ai vraiment l'impression que nous deux, on a un truc qu'on ne peut pas comprendre. C'est peut-être, ça vient d'un autre moment, ça vient, je sais pas, si les gens croient à d'autres vies ou à quoi que ce soit, mais on a vraiment un truc fort l'un pour l'autre et je pense qu'on avait besoin de se rencontrer et que c'était vraiment le destin. Parce que pour le coup, ce l'était. Je me suis pas mise en couple de toute l'aventure et en fait là quand Alan arrive c'est à peu près là aussi où je commence à avoir mes problèmes et que je passe cœur brisé et du coup j'ai ma problématique à régler, je le ramène dans ma problématique, du coup au même temps que c'était très bien, on s'est fait souffrir à des moments différents, je l'ai fait subir des choses que je devais pas parce que je savais pas comment régler moi ma problématique. Et j'avais l'impression qu'il devait tout le temps être là pour moi et en fait me protéger comme un père. Mais en fait, il fallait savoir que c'était mon copain et pas mon père. Et moi, j'arrivais pas à faire la différence et c'est en ça que Lucie m'a énormément aidée. C'est qu'elle m'a pris vraiment sous son aile et en fait, si ça marche bien après entre Alan et moi, c'est grâce à Lucie parce qu'elle me prend en coaching, elle ramène Alan aussi parce qu'elle sait qu'il est en train de subir mes problèmes et en fait c'est juste incroyable la façon dont il me traite, la façon dont il parle de moi, la façon dont il me regarde, je me sens vraiment vue et aimée et je me sens la seule femme au monde. Tu as posté une photo sur ton compte Instagram assez équivoque quand même, parce que tu as le maillot de Marseille, et en légende, il y a marqué Marseille bébé. Marseille bébé. Donc, est-ce que je dois comprendre que tu as fait Suisse-Marseille, quoi? J'ai peut-être fait un petit Suisse-Marseille pour voir voilà, des personnes, peut-être Alan. Après, Alan, c'est un gros supporter de l'EM, donc le maillot, il était peut-être à lui. mais oui, Marseille, ça commence à avoir une grande place dans mon cœur. Ah bon? Oui, j'adore Marseille et pourquoi pas, en fait, je commence à vraiment aimer la France. Et du coup, Paris, Marseille, ça m'intéresse vraiment. Mais ce garçon, il est incroyable. Franchement, c'était la meilleure rencontre que j'ai faite dans la villa. Tu es amoureuse? Franchement, oui. Oui. Et je pensais pas du tout que ça allait arriver. Je pensais pas que ça allait arriver. Et j'ai l'impression que j'ai réussi à... Parce que maintenant, bref, je comprends comment Alan il était. Et voilà, dans sa façon, dans sa personnalité. Et j'ai vraiment l'impression que le fait qu'on s'est rencontrés et le lien qu'on a tissé dans la villa l'a transformé de jeunes garçon qui était là un peu fêtard, femme et ci et ça, et il devient de plus en plus un homme. À la fin,
pourrais pas dire ça. Ah bah bien sûr que non. Ah non, je vais pas dire ça, mais bref. Ah bah non. Je vais pas dire, mais Alan, j'ai vraiment vu une évolution chez lui de playboy à homme. En tout cas, ça donne Vraiment. envie de regarder jusqu'à la fin parce que Ouais. moi, je demande vraiment à voir toutes De les voir étapes. Alan playboy à Ah homme. oui. Ah oui, complètement. Par contre, j'ai une question. T'as rencontré la belle famille, peut-être future belle famille? T'as rencontré Kevin? T'as rencontré Carla? J'ai rencontré les Gage. C'était très fort en émotion. Ça a parti un peu partout. Voilà, j'ai vécu des moments avec les Gage. Donc, Quel moment? j'ai rencontré du coup la famille, j'ai rencontré Kevin et Carla. Et c'était très intéressant, le petit en fait, contact qu'on a eu, comment on a échangé. Je trouve que c'est une famille très intéressante. En fait, ils m'intriguent beaucoup parce qu'ils sont très soudés. Et moi, j'ai jamais connu une famille. Ma famille est très grande, mais eux, ils sont grands et soudés. Mais vraiment, ils sont tout le temps là pour l'autre. Et ils se protègent énormément. Du coup, c'est très intéressant, en fait, quand j'ai fait connaissance, du coup, avec Kevin et Carla, cette interaction de, en fait, protection, comme un grand frère, comme une grande sœur. Tu connaissais la religion juive? Non, pas du tout. Tu découvres parce qu'ils sont de confession juive, si je me trompe pas. Hein. Oui, tu te trompes pas du tout. Et c'est très intéressant, c'est très beau à voir. Franchement, je n'avais jamais connu cette religion et c'est très intéressant en fait. Et ça me parle beaucoup, ça m'intéresse énormément. Et du coup, c'est super beau à voir. En fait, leur foi et comment ils prennent ça, mais vraiment, c'est toute leur vie. Je trouve ça incroyable d'avoir quelque chose de si fort. Parce qu'à part la famille, bah, ils sont liés par ça aussi. Et je trouve que ça crée vraiment une belle base pour eux. On a dit tout à l'heure qu'on allait parler de ton rapport avec les femmes, on a parlé du rapport avec les hommes. J'aimerais quand même qu'on ait un mot sur cette phrase d'Anissa et aussi sur Charlotte Bob un petit peu parce que vous étiez copines, mais je crois que c'est plus trop le cas. J'aimerais savoir pourquoi. Anissa, au tout départ, elle a dit au départ, j'ai pensé qu'il fallait que je me méfie d'elle. Pourquoi? Tu fais peur aux femmes? Bah, c'est fou parce que j'ai l'impression que, en fait, dans ma vie, j'ai jamais eu vraiment des amis hommes, mais j'ai jamais aussi eu beaucoup d'amis femmes. J'ai toujours été un peu solitaire dans ma vie parce que, en fait, je trouve que ma façon de faire, en fait, ma façon d'être, ça peut gêner et effrayer certaines femmes. Parce que dans ce coup-là, Anissa, elle pensait que si un jour elle tombait amoureuse de quelqu'un, mais peut-être je serais un obstacle parce que peut-être j'aurais pas le tact de me dire ah bah non, bah ça, cette personne elle est prise, cette personne elle est amoureuse, du coup je vais pas me lancer. Mais oui en fait, et c'est ma façon d'être. Et ça me blesse un petit peu en fait. Parce que je n'ai pas un mauvais fond. J'ai jamais fait de mauvais coups à quelqu'un pour qu'on puisse vraiment se méfier de moi et avoir peur de ce que je puisse faire par rapport à ma personnalité. Et je trouve que c'est très mesquin, je parle pas d'Anissa en soi, mais du fait qu'on puisse me reprocher ça, tandis que c'est juste ma personnalité, genre j'ai pas envie de changer pour les autres personnes. J'ai envie de rester moi-même et de toute façon, je peux pas plaire à tout le monde. Mais ça me fait très mal au cœur que certaines femmes aient cette méfiance envers moi parce qu'en soi, je n'ai jamais dépassé aucune limite, que ce soit dans la vraie vie ou à la télé, par rapport à ça. Jamais. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Charlotte Bob? Du coup, ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que Charlotte est arrivée dans l'aventure. J'avais pas en fait vu son patio qu'elle a eu avec Anissa et tout, et on s'est rapprochés très vite. Charlotte et moi on parlait de tout et de rien, et encore une fois ça se passait plutôt dans la nuit. Je me confiais à elle, je lui demandais des conseils, je lui racontais à Charlotte des choses que je n'ai jamais racontées à des gens beaucoup plus proches de moi parce que je sentais en elle une confiance et je voulais encore une fois croire qu'il n'y avait pas de vice et que tout le monde était bon et sincère. Et en fait, du jour au lendemain, j'ai eu l'impression que ces choses
que je confiais pendant la nuit à Charlotte, les choses que j'ai parlé qui étaient du coup mes points faibles, j'ai vu en fait qu'elle s'est servie de ces choses pour m'éteindre. Mais en fait, pour être mieux que moi, on va dire. Je sais pas comment... Si je sais comment poser les mots, c'est que ça m'énerve. Mais je comprends pas à quel moment, en fait, tu peux par exemple te permettre d'arriver... ça m'a choquée de voir les images. Elle arrive dans l'aventure, elle dit au patio à Anissa qu'elle est hypocrite et qu'il faut se méfier d'elle et si ça par rapport à ses autres aventures, par rapport à des garçons qu'elle a volés, un copain, à une amie et tout ça. Je comprends pas en fait comment tu peux te permettre d'accuser quelqu'un d'être hypocrite et de dire aux gens méfiez-vous d'elle si par la suite tu fais la même chose que tu dénonces. Donc j'ai eu très mal en fait la coupure de cette amitié avec Charlotte parce que c'était vraiment elle et Carla Talon et du coup Charlotte Bob, c'était mes amis les plus proches pendant l'émission et je me suis vraiment, j'ai tout donné et maintenant de l'extérieur en voyant par exemple les propos qu'elle a sur moi pendant la villa, je me dis mais j'ai vraiment été naïve mais jusqu'au bout. Je suis rentrée et j'ai offert ma confiance, j'ai offert en fait des choses que j'avais jamais offertes à des autres personnes, vraiment qu'on puisse connaître mon histoire et que je parle de ma famille et de ma vie et si pendant des heures et des heures et des heures et qu'elles aussi elles sont confiées à moi et que pour le coup après en fait ça me rabaisse. Je me dis mais vraiment j'étais la plus bête, mais la plus bête de toute, la reine des connes j'étais. De croire en fait que cette personne était sincère avec moi. Qu'est-ce que tu retiens de cette aventure ? Franchement, j'ai eu des hauts, des très hauts, des très bas. Mon aventure, elle a jamais été stable. J'ai toujours, que ce soit quand j'ai passé en cœur brisé, quand j'ai rencontré Alan, quand j'ai perdu des amis, quand on a été contre moi. Mon aventure n'a jamais été stable, mais je pense que ça m'a énormément enrichie. Je pense que vers la fin de l'aventure, on voit Belle plus comme elle est dans la vraie vie. Au début, j'avais des peurs et voilà, j'étais un peu perdue. Mais j'ai vraiment eu l'impression de découvrir, de me redécouvrir. Des côtés de moi en fait que je savais pas qui existaient, des choses qui me touchaient, je pensais pas qui allaient me toucher une fois de ma vie. Mais en tout cas, c'était très enrichissant. J'ai énormément grandi et mûri. J'ai pu avoir contact avec des personnes qui étaient toutes très différentes dans leur personnalité, dans leur façon d'être. Et de m'adapter et de réussir à vivre avec ces personnes sans trop de friction. C'était un peu difficile, mais c'est énormément enrichissant. Et voilà, c'est une première aventure. Mais je pense que ça va être sûrement une de mes plus belles. Et d'ailleurs, regarde, je sais pas si tu vas reconnaître. Un jour après l'autre. Un jour après l'autre. C'est ce qui m'a plus, c'est ce qui m'a plus marqué de toute cette aventure. Et si je devais retenir une chose de la Villa des Cœurs Brisés, c'est que oui, un jour après l'autre, il y a des choses qui arrivent pour une raison. Parfois, tu vas être tout en bas, mais il faut s'accrocher parce qu'il y aura une lumière au fond du tunnel. Tu ne sais pas si c'est une personne, si c'est un moment, une action, mais il y a toujours de quoi s'accrocher. Et ça m'a énormément touchée, il fallait absolument que je le tatoue. Eh ben, très belle conclusion, oui. J'ai envie de dire. J'ai envie qu'on finisse sur ces mots-là. Oui. Un jour après l'autre. Belle Longwell, on peut te retrouver sur l'ensemble de tes réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est Belle Longwell. Ton compte Snapchat pour les stories, c'est Belle Longwell. Et ton compte TikTok pour les twerks, c'est Belle Longwell. C'est Belle Longwell aussi. Tiré du bas. Voilà. Belle, franchement, merci infiniment. J'ai passé un moment extraordinaire du début à la fin à t'écouter. Je trouve que c'est une interview inspirante. Vous nous dites ce que vous en avez pensé dans la barre de commentaires juste en dessous et on se retrouve très bientôt, très prochainement avec une nouvelle personnalité et toujours des confidences en toute intimité. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.